avez les 3 versions de sièges éjectables en service aujourd'hui, donc pour Rafale, Alpha Jet et Mirage 2000. Donc on peut voir des brancards qui peuvent servir à extraire des victimes par hélicoptère. Dans les armées et à la DGA civile et militaire, on est une petite dizaine. Par an, on fait une centaine de sauts. Avant de continuer avec la vidéo, je vous fais juste une courte intro pour vous donner un peu de contexte autour de ce que vous vous apprêtez à regarder. Donc on a eu la chance d'être invité par DGA Essai en vol pour venir découvrir leurs activités et certains de leurs métiers. Je vous invite d'ailleurs fortement à visionner en amont de cette vidéo une autre vidéo d'1 minute qui vous expliquera ce en quoi consiste DGA Essai en vol. Et donc dans le cadre de cette vidéo, nous avons Luc, parachutiste d'essai au sein de DGA Essai en vol, qui va nous parler un petit peu plus de son métier, des différents équipements qu'il doit tester. Donc voilà, je vous en dis pas plus, bonne vidéo et surtout n'hésitez pas à vous abonner si ce type de contenu vous plaît. Bonjour Luc, est-ce que vous pouvez nous présenter votre métier au sein de la DGA Essai en vol et ses spécificités? Eh bien bonjour, je suis parachutiste d'essai au sein de DGA Essai en vol. Donc mon métier, c'est de tester du matériel dans divers domaines. Donc que ça soit un matériel nouveau qu'on doit tester sur des aéronefs existants, ou alors un aéronef nouveau sur lequel on doit tester du matériel qui est déjà en service. Et donc ça, dans le domaine du parachutage, de la sécurité, la survie et l'aérocordage. Et donc qu'est-ce que vous testez concrètement sur un parachute? Sur un parachute, soit c'est un nouveau modèle de parachute qui doit répondre à un nouveau besoin des forces. Donc là, on vérifie que ce matériel, on peut l'utiliser en toute sécurité dans le domaine d'emploi pour lequel il est prévu. Ensuite, si c'est sur un appareil un aéronef qui est nouveau, on prend du matériel qui est déjà en service et on vérifie qu'on puisse l'utiliser en toute sécurité sur ce nouvel appareil, que ce soit un avion de transport, un hélicoptère. Ouais, j'imagine, avant de tester l'équipement en conditions réelles et de sauter avec, comment ça se passe avant? Il y a des tests préliminaires qui sont faits au sol par exemple ou Exactement, c'est toujours le début d'un essai, il démarre toujours par là. C'est d'abord une étude documentaire parce que le matériel a déjà été testé en général par l'industriel, donc l'industriel va nous dire qu'il a telle et telle performance, donc on vérifie que ça colle bien à ce qu'on est censé tester, et ensuite on s'équipe, et au sol on va ce qu'on appelle faire un maquettage, donc réaliser tout ce qu'on va faire en l'air, mais d'abord au sol, pour essayer de lever tout problème qui pourrait survenir une fois en l'air. Et lorsque vous sautez donc avec un nouveau matériel pour la première fois, est-ce que vous emportez avec vous d'autres parachutes de sécurité ou comment ça se passe en fait? Oui, on saute toujours avec un parachute de secours, et donc soit on essaye, l'un des deux parachutes doit forcément être déjà qualifié. On ne peut pas tester le parachute principal et le parachute de secours en même temps. Quand vous sautez avec un matériel, est-ce qu'il y a des mesures qui sont prises aussi sur les parachutes? Parce qu'on disait tout à l'heure le tour des missiles, avec tous les systèmes embarqués pour pouvoir capter de la donnée et l'envoyer au sol. Est-ce que c'est la même chose sur vos équipements à vous? Est-ce qu'il y a des capteurs ou c'est vraiment le ressenti de la personne qui saute qui va après faire un débrief, je sais pas, après son vol sur la bonne fonctionnalité ou non le passage, est-ce que l'équipement répond aux besoins ou non? Ça se base sur quoi? Alors, nous déjà on va essayer de tout filmer, que ça soit dans l'avion, la sortie, sur nous, plus des caméras au sol, donc on va essayer d'avoir le maximum d'images de tout ce qu'on fait. Et ensuite effectivement, suivant ce qu'on veut tester sur le parachute, on peut l'équiper de divers capteurs, des accéléromètres, des capteurs d'effort. On peut embarquer des appareils et faire des montages spécifiques au saut qu'on va effectuer, effectivement. D'accord. Et donc on parle de parachute, mais il y a d'autres équipements aussi, hein, c'est ça? Il y a plein d'autres voir équipements derrière vous. Là, là, on est plutôt dans le domaine de ce que je disais de la sécurité et du sauvetage. Donc on peut voir des brancards qui peuvent servir à extraire des victimes par hélicoptère. Des nacelles pour récupérer des gens qui sont dans l'eau, divers harnais qui vont servir soit à descendre en treuillage pour aller effectuer des opérations de sauvetage,
ou des harnais qui vont simplement servir à sécuriser à l'intérieur d'une machine, lorsque le personnel doit travailler par exemple à la porte ouverte, il va être sécurisé par un harnais et puis une longe. Donc là on est vraiment dans le domaine sécurité et sauvetage. Et là je voyais derrière, il y a aussi, donc on parle, là c'est plus pour les êtres humains, mais Là, il y a un panier derrière nous. Alors il est aussi pour les êtres humains, il est aussi pour mais là les on êtres quitte humains. le domaine sécurité et sauvetage, Ouais. et on rentre dans le domaine aérocordage. Donc le domaine aérocordage, c'est mettre en place ou récupérer des commandos sur une zone où un hélicoptère ne pourrait pas poser. Donc on peut utiliser soit une nacelle, donc ça c'est plutôt pour de la récupération, donc l'hélicoptère ne peut pas poser, la nacelle est pend en dessous de l'hélico, une fois que la nacelle touche le sol, les gens embarquent dedans et l'hélicoptère décolle, donc c'est un moyen d'extraction rapide. Là on a remplacé par des peluches, mais là ce sont des harnais pour les chiens. Pour de la mise en place, on a la corde lisse, donc le principe est tout bête, hein. On fait pendre la corde sur le côté de l'hélicoptère, et puis les gens descendent le long de la corde pour être mis en place par exemple sur le toit d'un bâtiment. On peut avoir aussi de la descente en rappel, donc la même chose que pour une activité montagne, mais donc là depuis un hélicoptère. Et puis on a aussi l'extraction par grappe. Donc c'est une corde sensiblement comme celle-là. Dessus on va trouver des anneaux, et donc là c'est un moyen d'extraction, et les gens vont venir s'accrocher avec un mousqueton sur un anneau, et puis l'hélicoptère va les extraire par ce biais. Là, il y a toute une série aussi d'équipements, des sacs, des gilets. Ça fait aussi partie du matériel que vous testez en vol? Oui, complètement. Donc là, on est dans le domaine équipement de vol. Donc c'est nous qui testons aussi tous les équipements qui sont portés et utilisés par les équipages de tous les aéronefs en service dans les armées. Donc que ce soit avions de chasse, avions de transport ou hélicoptères. Donc en haut, des casques de vol. Ici on a des pactages de survie, donc ça ressemble à des coussins, mais en fait ce sont des coussins puisque les équipages sont assis dessus. Donc là on a des pactages avions de chasse et puis hélicoptères, des parachutes d'évacuation puisque les avions de chasse ils s'éjectent grâce au siège éjectable, mais en avion de transport il faut évacuer par ses propres moyens, donc on est équipé de parachutes, divers gilets de sauvetage pour des survols maritimes ou pour emporter des équipements lorsqu'on part au-dessus d'un territoire hostile. Est-ce qu'il y a des essais en vol de siège éjectable? Comment ça se passe en fait? Alors depuis de nombreuses années on ne fait plus d'essais humains, sur les sièges éjectables. C'est bien plus performant de mettre un mannequin instrumenté qui là pourra recueillir beaucoup plus de données qu'un humain, et puis voilà, ça évite quand même les blessures. Ça c'est pour la Marine nationale. Ce sont des marqueurs, des bouées acoustiques, toutes choses qui peuvent larguer en mer et qui vont servir soit à la chasse sous-marine, ou alors simplement c'est des fumigènes pour le marquage de position. Ça rentre aussi dans notre domaine, puisque dès que quelque chose est largué d'une machine, on intervient, ça fait partie de notre boulot. Donc c'est le saut, le largage de plein de matériel. Donc là c'est pour la marine, ça peut être des colis avec du matériel dedans. Ça fait partie aussi de notre domaine d'activité. Larguer aussi des canaux de sauvetage. Donc il y a divers modèles avec dedans on peut trouver des composants de survie, on peut trouver un canot plus ou moins gros, mais ça fait partie de notre domaine aussi de compétences. Ouais. Donc là c'est vraiment le genre d'exemple où ça c'est déjà existant, mais il y a un aéronef nouveau qui est mis en service dans la Marine nationale par exemple, et il faut larguer, faut une première fois larguer ce genre de matériel pour vérifier que ça se passe en toute sécurité. Mais là, on largue le sac tel quel ou non? Alors là, c'est une version
C'est une version hélico. Donc en fait, vous imaginez que le naufragé, il est dans l'eau, l'hélico vient au-dessus. Ici, il y a une petite bouée. Vous gonflez la bouée, vous lui descendez la bouée. Le naufragé, il attrape la bouée et ensuite vous larguez le canot. Et comme ça, comme il a la bouée dans la main, une fois que le canot arrive dans l'eau, il se gonfle. Et puis il n'y a qu'à tirer sur le bout de flottant pour ramener le canot à lui. Cet équipement, il est spécifique à un aéronef ou on peut le retrouver sur d'autres aéronefs? Ça, c'est un équipement spécifique pour hélicoptère. Donc en fait, si on l'utilise sur je sais pas, un Tigre ou sur un autre hélicoptère, il faut à chaque fois refaire les essais parce qu'on a changé d'aéronef ou Oui, exactement. Ah ouais, c'est pas l'équipement individuel Non, c'est l'équipement, c'est ce que je disais en introduction, c'est que soit cet équipement il aura subi des modifications et on va devoir le réessayer sur tous les hélicoptères où il est employé pour être sûr qu'on ne dégrade pas la sécurité. Ou alors lui il n'a pas changé mais l'hélico est nouveau et donc il va falloir ouvrir le domaine, ce qu'on appelle, c'est-à-dire que ça s'est jamais fait avant. Donc on ouvre le domaine, on va essayer le matériel dans diverses configurations de vitesse, de vent, de hauteur. Et puis à la fin, on va dire, on peut utiliser ce matériel sur cet hélico dans tel et tel domaine. Et une fois que le domaine est défini, on sait que dans ce domaine-là, les équipages pourront l'utiliser en toute sécurité. Ça peut... il peut y avoir, parce que dans un hélico, aucun hélico se ressemble, donc il peut y avoir certaines consignes qui sont valables pour un hélico et pas un autre, parce que il y a des choses qui ont changé à l'intérieur, enfin il y a des choses différentes. Il y en a qui auront une roue, il y en a qui auront un patin, il y en a qui auront un marchepied fait différemment. Donc faut toujours vérifier, faut toujours vérifier que le matériel peut être utilisé en toute sécurité. Et il faut surtout essayer d'envisager ce qui pourrait se passer. Parce que le jour de l'essai, ou même au maquettage sol comme on a vu, on démarre l'essai, on fait notre petit test au sol, on dit c'est bon, ça devrait bien se passer, il n'y a pas de souci. On passe en vol, il ne se passe rien, mais c'est pas pour ça qu'un jour il ne se passera plus rien. Il faut essayer d'envisager, par exemple vous allez faire l'essai de jour par beau temps, parce que les conditions sont comme ça, faut imaginer faut essayer d'imaginer une mise en œuvre par temps de pluie, avec un crépuscule, où là on se dit mais là il fera nuit, il fera presque nuit, il va peut-être pas voir ça. Faut se projeter et essayer de penser à tous les cas de figure. C'est peut-être la partie la plus délicate du métier, c'est d'essayer de penser, d'envisager ce qui pourrait se passer, même si on le voit pas tout de suite lors des essais. Vous avez quand même une expertise très spécifique dans votre métier. Est-ce que, en dehors d'un cadre d'essai, vous la mettez aussi à utilisation? Peut-être travailler avec le BEA Ah oui, on est reconnu donc comme expert dans le domaine sécurité, sauvetage, survie, et donc on peut être amené à être désigné comme expert sur une enquête menée par le BEA lorsqu'il y a eu évacuation d'un aéronef, donc avion de transport ou avion de chasse. Pour chaque éjection, on est mandaté, on va sur les lieux du crash et puis on constate ce qu'il y a à constater, et après le BEA nous pose des questions. Voilà, est-ce que l'éjection s'est faite dans les conditions prévues, est-ce qu'il y a des choses qui ont fonctionné, pas fonctionné, parce que même si quelque chose s'est bien passé, une éjection s'est bien passée, peut-être que en regardant dans les détails, il y a quelque chose qui a cassé, il y a des rappels à faire sur certains points de sécurité, il y a des équipements à modifier. Même si c'est pas grave, ça peut, par exemple, il y a une éjection sur terre, le canot de sauvetage qui est dans le pactage qu'on a vu dans le siège, il s'est pas gonflé, alors qu'il aurait dû se gonfler. Sur terre, c'est pas grave, mais si ça avait été au-dessus de l'eau, là c'est plus grave. Donc il faut enquêter après pourquoi ça s'est pas gonflé. Voilà. Luc, comment est-ce qu'on devient parachutiste d'essai à la DGA? Pour ma part, j'ai été fusilier commando dans l'armée de l'air, et j'ai répondu tout simplement à une prospection
un recrutement par ADC. Donc là, s'ensuit diverses épreuves, concours quoi. Donc, on teste quoi dans ces concours-là concrètement? Physique? D'abord, c'est physique, hein, donc test physique, entretien psychologique, test psychotechnique. Et puis ensuite on accède à une deuxième phase de test, donc là qui est purement parachute, donc des sauts, des largages. Et une fois qu'on a rempli une fois qu'on a réalisé toutes ces épreuves et puis qu'on est retenu, et on passe en école. Donc là c'était 1 an et demi d'école pour devenir parachutiste navigant expérimentateur. Donc on n'est pas encore parachutiste d'essai et de réception. Il reste une dernière étape à franchir pour ça, avec encore un concours et puis une entrée en école, donc à l'EPNER, pour avoir la qualification essai-réception. Vous êtes combien en fait aujourd'hui? Aujourd'hui en service dans les armées et à la DGA civile et militaire, on est une petite dizaine. Et est-ce que le week-end vous pratiquez aussi le parachutisme ou c'est vraiment dans le cadre du métier? Ouais, un petit peu. Okay. Après, c'est une activité qui prend beaucoup de temps, perso, donc bon, faut lier ça avec la vie de famille. Donc, je passe pas tous mes week-ends au paraclub, mais j'ai la chance de le faire déjà la semaine dans mon boulot. Donc, le week-end en général, on le consacre plutôt à la famille parce qu'il y a pas mal de déplacements et de missions un peu partout en France. Donc, le week-end, on le consacre au repos et à la famille. Comment ça se passe? Est-ce que c'est comme les pilotes, il faut avoir une qualif qu'il faut renouer, avoir un certain nombre de sauts par an? Oui, exactement. Ouais. Il faut maintenir sa qualif, donc c'est pas énorme, c'est une trentaine de sauts, enfin, en tout cas pour moi militaire, c'est 30 sauts par an. Sinon en général, vous faites combien de sauts par an? Par an, on fait une centaine de sauts. Nous, les séances régulières ici, à partir d'hélico, qui est plus rapide qu'un avion, on va faire en 2 heures, on va faire 4 sauts. Et toujours avec le même équipement ou... Non, on va varier. On a, je peux vous montrer si vous voulez. On peut avoir du parachute qu'on appelle sportif, hein, donc c'est les mêmes parachutes qu'on va retrouver dans les paraclubs civils, donc c'est du parachute d'entraînement vraiment classique. Ensuite, on va avoir des parachutes tandem. On va dire que on va essayer de faire au moins un saut en tandem. Donc voilà. Hop, là on a un parachute tandem. Les parachutes comme celui-là, sportifs, donc individuels. Tandem, hein, vous voyez, ouais. Voilà, on peut faire des sauts en wingsuit aussi. Ah ouais, vous faites ça aussi? Les combinaisons avec les ailes, ouais. Le but du saut d'entraînement, c'est d'acquérir en fait de l'aisance dans un peu tous les domaines. Il n'y a pas d'essai en wingsuit, par exemple. Dans les armées, ça se pratique pas. Mais nous, ça nous permet d'avoir une certaine aisance qui après est profitable sur des essais dans des conditions un peu particulières, des sauts chargés, des sauts avec gaine. On a fait plein de photos. Parce qu'à la place du passager, on peut emporter du matériel. On peut faire ça 2 jours, 2 nuits, à grande vitesse, sur des avions de transport à grande vitesse. Donc il faut qu'on soit passe-partout. Donc on s'entraîne sur plein de choses. On fait du parapente aussi, on fait du paramoteur. Qu'est-ce qu'on fait? De la soufflerie. Voilà, le but c'est d'être à l'aise dans plein de domaines. On n'est pas des champions du monde. Mais par contre on est à l'aise sur plein de terrains différents. Ça, est-ce que certains d'entre vous participent à des compétitions de saut en c'est arrivé, là aujourd'hui pour les paradessés qui sont en service, non. Okay. Mais c'est arrivé qu'on ait des compétiteurs. Ouais. C'est pas l'essence du métier. D'ailleurs il n'y a personne qui fait de la compète ici. On ne demande pas d'être champion du monde, par contre on demande vraiment d'être passe-partout. Passe-partout, et puis sur une séance d'entraînement à 4 sauts, chaque saut sera différent avec des matériels différents. Donc voilà, faut être à l'aise sur les changements d'équipement. Et puis surtout, on fait pas que du para. C'est-à-dire que le gars, s'il est champion du monde de free fly,
derrière, il va falloir larguer du matériel, il va falloir faire du treuillage. La semaine dernière, on était équipés comme des nageurs de combat, donc en néoprène, tout ça. On était largués en mer. Ouais, on était largués en mer, donc faut être à l'aise dans l'eau. On a vraiment un métier. En fait, on est vous avez des pilotes d'essai, vous avez des mécaniciens navigants d'essai, ingénieurs d'essai, et le parachutiste d'essai, en fait, c'est la carte joker de tous les autres métiers qui n'existent pas dans le domaine de l'essai. Donc plongeur, commando, parachutiste, largueur, treuilliste, voilà. On fait plein de trucs. Vous testez tout. Ouais, c'est génial. 3 sièges, puisque vous avez les 3 versions de sièges éjectables en service aujourd'hui, donc pour Rafale, Alpha Jet et Mirage 2000. Et là, un portique donc qui permet de simuler la phase sous voile. Donc le personnel navigant tire sur la poignée, le siège part, et ensuite le parachute se gonfle et il se retrouve pendu donc dans son harnais sous le parachute. Et là, il a diverses actions à réaliser suivant s'il se retrouve au-dessus de la terre, de l'eau ou des arbres. Donc c'est un canon, un piston qui sort le siège de la cabine, et ensuite c'est un moteur fusée qui se trouve sous le siège, qui là par contre propulse le siège à assez haut pour que le parachute ait le temps de se déployer. Puisque tous les sièges là sont faits pour sauver le pilote, ce qu'on appelle 0-0, donc 0 altitude et 0 vitesse. Donc il faut que le siège vous propulse assez haut pour que le parachute ait le temps de s'ouvrir et que vous touchiez le sol assez ralenti pour pas vous blesser. Est-ce que les sièges sont faits sur mesure pour le pilote ou... Non, ils sont réglables, un peu comme dans une voiture. On peut avancer, monter. On peut monter ou descendre le siège. Mais ils sont pas faits sur mesure, non. Hop, voilà. Donc on voit que le pactage il est accroché sous le harnais. Et l'objectif, ça va être dans les arbres d'éviter au maximum les blessures. Donc il va falloir qu'il garde tous ses équipements. Donc on lui rappelle de garder sa visière et son masque sur le visage, de se protéger avec les bras, si possible de garder le pactage accroché dessous pour lui offrir une protection des fesses et puis du bas-ventre. Si le pactage s'est mis en œuvre, donc c'est-à-dire que si le pactage il pend en dessous de lui, il faut qu'il le remonte pour éviter que le pactage s'accroche dans les arbres. Et après, selon les territoires survolés, si c'est prévu à l'avance, par exemple si vous faites un vol au-dessus de l'Amérique du Sud, notamment en Guyane, il y a une base française en Guyane, à l'avance, dans votre pactage, vous aurez un descendeur avec une corde de rappel. Et donc on va rappeler comment on s'en sert, si on est dans les arbres, comment on met en œuvre sa corde de rappel, son descendeur et comment on descend de l'arbre.